Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour cette nouvelle conférence Savoir en partage, le cycle de conférences organisé par la BNU et les presses universitaires de Strasbourg, la maison d'édition scientifique de l'université. Le livre qui sera au cœur de la conversation ce soir, c'est celui-ci, L'organisation du culte musulman en France dans une perspective comparative, sujet d'actualité s'il en est, et preuve surtout que s'il en fallait que les chercheurs ne travaillent pas dans leur tour d'ivoire. Alors pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur de l'ouvrage, Monsieur Messner, Francis Messner, et Monsieur Bastianelli, Abdenour Bastianelli. Monsieur Messner, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous avez consacré votre carrière et votre recherche au droit des religions, vous êtes auteur de multiples ouvrages opus, mais aussi ailleurs, et vous êtes le fondateur de la remarquable revue du droit des religions, qui est en vente ici, et qui est aussi édité opus. Vous venez donc de diriger ce nouvel ouvrage consacré à l'organisation institutionnelle du culte musulman en France et à l'étranger. Monsieur Bastianelli, vous nous arrivez tout droit de Manosque, mais sans le soleil malheureusement, et vous fûtes dans une première vie ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Cadarache. Mais aujourd'hui, c'est en votre qualité de président fondateur de l'Union des associations musulmanes des Alpes de Haute-Provence et membre du FORIF, le Forum de l'Islam de France, que vous intervenez. Alors, Monsieur Messner, vous êtes plutôt dans la position de l'observateur de l'organisation du culte, et vous en êtes un acteur direct, puisque vous êtes au cœur des discussions qui sont actuellement menées entre les pouvoirs publics et la communauté musulmane. Merci à tous les deux pour votre présence. Alors, pour commencer et entrer directement dans le vif du sujet, le plus simple est de commencer par le début à la fois du livre et de l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par organisation du culte musulman et dans une perspective historique? Donc, la création d'un organe capable de réunir les musulmans, d'organiser la pratique du culte et d'être un interlocuteur des pouvoirs publics et des autres églises est un objectif poursuivi de longue date en France. Et en réalité, dès 1830, à une époque où un citoyen sur deux de l'Empire français était musulman, c'est rappelé dans la contribution d'ouverture de Franck Frégosi. Sans entrer trop dans les détails et nous faire tout brosser, mais est-ce que vous pouvez rappeler les grandes étapes de ce processus et surtout brosser la situation actuelle et nous rappeler quels sont les principaux enjeux de cette organisation institutionnelle du culte musulman? Là, donc, tout d'abord, merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus ici pour cette conférence. Merci à l'organisateur et puis surtout à Monsieur Bastianelli qui a traversé la France pour venir jusqu'à Strasbourg. Alors, parler de l'organisation de l'islam en France est un peu paradoxal, naturellement, puisque nous sommes dans un pays laïque et donc on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas d'organisation et que, effectivement, la religion se pratique de manière individuelle sans avoir la nécessité de bénéficier d'une structuration particulière. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord parce que les juristes prennent également en compte la dimension institutionnelle de la religion. C'est le cas notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, l'État effectivement a besoin d'interlocuteurs et donc c'est cette organisation du culte qui va lui permettre effectivement d'avoir des interlocuteurs pour différentes raisons. On peut prendre un exemple qui va être évoqué tout à l'heure, ce sont les aumôneries pour nommer un aumônier dans un service public clos. Puisque, comme vous le savez, en France, les aumôniers des services publics, quelle que soit leur religion, peuvent être rémunérés par l'État, puisque on considère en régime de séparation, puisque ici nous sommes en régime de droit local, que le principe de liberté de religion, de liberté d'exercice du culte est supérieur au principe de non-financement des cultes. C'est également une nécessité pour les communautés musulmanes parce que à partir du moment où elles sont structurées, où elles sont organisées à l'intérieur du régime des cultes, elles peuvent bénéficier, comme tous les autres cultes, d'exonération fiscale. Donc c'est également
un avantage et une nécessité en quelque sorte pour le culte musulman. Alors de quelle manière va en France se formaliser l'organisation du culte juridiquement? Il va se formaliser par l'intégration d'un régime des cultes. Ce régime des cultes, mais nous y reviendrons peut-être de manière plus détaillée par la suite, c'est la loi de 1905, loi du 9 décembre 1905, pour la plus grande partie du territoire français. La loi de 1905 est tout d'abord une loi d'organisation des cultes. Elle met en place un régime particulier, notamment pour les associations et pour le financement du culte par le biais des aumôniers, mais également par le biais de la possibilité pour les communes d'entretenir les édifices du culte, propriété des communes, mais également des associations cultuelles. Et donc, ici, dans les 3 départements, naturellement, il y a un autre régime qui prévaut, c'est le régime de droit local. Il existe un droit local des cultes et nous verrons par la suite que ce droit local des cultes ne s'applique pas seulement aux cultes statutaires, donc aux protestants, aux catholiques et aux juifs, aux protestants historiques, parce qu'il y a d'autres communautés maintenant, mais également aux cultes non reconnus, non statutaires, dont font partie les communautés musulmanes dans les 3 départements. Et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Monsieur Bastianelli, je pense. Alors, Monsieur Bastianelli, donc, on l'a dit, vous êtes directement concerné par la question de l'institutionnalisation, puisque vous êtes au cœur des négociations et des discussions qui peuvent se mener entre l'État et le représentant du culte musulman en France, à travers le Forum de l'islam pour l'islam de France. Mais sur cette organisation institutionnelle, quels en sont les enjeux selon vous? Et surtout, est-ce que c'est plutôt une demande de l'État ou est-ce que c'est une demande du culte musulman? Alors, bonsoir à toutes et à tous, et que la paix soit sur vous. Je vais commencer par un petit préalable en disant que les membres du FORIF ne sont pas des représentants du culte musulman. Ils sont des bénévoles qui acceptent de travailler avec le Bureau central des cultes pour faire avancer un certain nombre de dossiers qui sont ressortis non pas... Je ne sais pas si ça marche, je ne me rends pas compte du tout, qui sont ressortis non pas de, comment dirais-je, de la demande des membres du FORIF, mais des assises territoriales qui ont eu lieu dans tous les départements et qui sont organisées par les préfets. Voilà. Alors, est-ce que la structuration territoriale et nationale de l'islam est une demande de l'État ou des musulmans? Je dirais que c'est une demande de l'État qui a, à la fois dans les départements et au niveau national, besoin d'un interlocuteur musulman avec qui discuter de tout ce qui concerne notre culte. Mais c'est surtout pour nous, musulmans, un besoin plus qu'une demande. Un besoin à divers titres. On a besoin de se structurer déjà pour pouvoir être entendu. C'est-à-dire que si on est éclaté partout, chacun chez soi, ou même chacun dans sa mosquée et les mosquées dispersées, on ne peut pas être entendu. On ne peut pas être entendu par l'État, par le gouvernement, par notre préfet, par notre maire. On ne peut pas être entendu par l'ensemble des candidats politiques et de toute la vie politique. On ne peut pas être entendu des médias qui ne savent pas qui interroger pour avoir, j'allais dire, une image ou un discours de la communauté musulmane ou des communautés musulmanes, puisqu'on verra plus tard que ce qui nous caractérise, c'est une très grande diversité. Et puis, in fine, c'est de pouvoir être entendu par les Français qui ont actuellement une image de la communauté musulmane qui est donnée par les médias et par les hommes politiques et qui, pour nous musulmans, cette image qu'on voit diffusée ne nous ressemble pas tellement. Et donc, on a besoin de structurer, de se structurer, d'être structuré pour pouvoir nous faire entendre et exposer ce que nous sommes vraiment.
Ensuite, nous avons besoin de nous structurer pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Et ça, on l'a vu avec la notion du FORIF. Donc, des dossiers comme la possibilité d'avoir des carrés musulmans et de pouvoir, j'allais dire, enterrer nos morts d'une manière compatible avec les demandes de notre religion. On a besoin de faire avancer des dossiers comme celle des banques, des assurances, avec lesquelles beaucoup de communautés de mosquées ont des problèmes. On a besoin de faire avancer un dossier de financement parce qu'en étant éclaté, on a des incohérences dans les besoins et les ressources réparties de manière un peu, on va dire, bizarre au travers de la France. On a besoin de travailler sur des dossiers comme le statut des imams, etc. Enfin, on a besoin de se structurer pour pouvoir faire avancer les réseaux des aumôniers dans les différentes administrations qui en ont, c'est-à-dire essentiellement l'armée, la justice pour les prisons et la santé pour les hôpitaux, mais éventuellement aussi pour tout ce qui concerne l'éducation nationale. Or, ces 4 ministères, s'ils veulent embaucher et avoir un réseau d'aumôniers, il faut bien qu'ils discutent avec les musulmans et une certaine structuration des musulmans pour pouvoir organiser leur réseau d'aumôniers. Alors, vous l'avez évoqué, le FORIF, donc c'est le Forum pour l'Islam de France, et c'est un espace de dialogue entre acteurs locaux du culte musulman et représentants de l'État. Mais avant, c'est la dernière émanation, la dernière tentative de l'État d'organiser quelque chose. Avant lui, l'interlocuteur privilégié, mais pas unique, c'était le Conseil français du culte musulman, le CFCM. Et aujourd'hui, on dit qu'il est tombé en disgrâce. Alors pourquoi ? Et pourquoi le FORIF réussirait là où en fait son prédécesseur a échoué ? Effectivement, c'est au conditionnel. Moi, j'ai pas la réponse. C'est essentiellement un espace de travail. Alors, la solution probablement au problème, elle viendra de la part des communautés musulmanes plus que de l'État. Nous sommes en France, je l'ai déjà dit, dans un pays laïque, et l'administration, les pouvoirs publics ne peuvent pas organiser le culte. Les pouvoirs publics, par le biais de la sous-direction de la laïcité et des cultes et du bureau central des cultes, peuvent accompagner la structuration des communautés religieuses et donc de l'islam. C'est ce que fait le BCC à Paris, mais ne peut pas imposer une organisation des cultes comme cela a été le cas au début du XIXe siècle. La loi de Germinal en 10, qui est toujours en vigueur dans les 3 départements de l'Est, Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, a été imposée par l'État. C'est l'État qui a organisé les Juifs, les protestants et d'une certaine manière les catholiques. Donc cela n'est plus possible aujourd'hui dans un système de liberté où est notamment reconnue la liberté d'organisation des cultes qui est appelée principe d'autonomie des cultes par le juge de Strasbourg, par la Cour européenne des droits de l'homme. La difficulté, naturellement, de constituer on parle du culte musulman, mais le culte musulman, c'est un ensemble relativement éclaté, relativement hétérogène, et c'est cet ensemble relativement hétérogène qu'il est difficile de mettre ensemble et de rendre et de mettre en œuvre en quelque sorte cette machine. Alors, il y a eu plusieurs essais. Pendant très longtemps, cette question
ne se posait pas, puisque les musulmans étaient quand même relativement invisibles. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait effectivement, je suis originaire du sud de l'Alsace, il y avait beaucoup de concitoyens musulmans qui travaillaient dans les différentes usines autour de Mulhouse, mais on les voyait jamais, il n'y avait pas de revendication. Donc c'est à partir du moment où les familles se sont installées, où on a pensé finalement ne pas forcément retourner au pays, mais rester en France, que les besoins de la communauté musulmane en matière culturelle se sont fait sentir. Et donc il y a eu plusieurs essais d'organisation du culte musulman par différents ministres, dont M. Jox, mais également M. Chevènement, qui a été à un moment donné d'ailleurs président de la Fondation de l'Islam de France, et in fine par M. Sarkozy. Et le résultat, ça a été la création. Résultat de cette démarche a été la création du Conseil français du culte musulman, avec naturellement une particularité par rapport aux autres cultes, c'est que le Conseil français du culte musulman, tout d'abord, a été organisé en dehors du régime des cultes. C'est une association de 1901 et non pas une association de 1905, donc une association cultuelle. Et d'autre part, le CFCM et les conseils régionaux du culte musulman avaient essentiellement un objectif administratif, puisque les grandes fédérations musulmanes voulaient conserver le pouvoir théologique. Donc ce n'était pas une véritable organisation religieuse. Le FORIF, mais je parle sous le contrôle de M. Bastianelli, son objectif, effectivement, n'est pas de représenter le culte musulman, encore qu'il a recueilli un certain nombre de compétences qui étaient dévolues historiquement au Conseil français du culte musulman, mais les FORIF a essentiellement été créé pour faire émerger de nouveaux profils et pour, en quelque sorte, essayer de construire ce qu'on appelle régulièrement l'islam de France, qui peut recouvrir d'ailleurs des réalités très diverses selon les interlocuteurs. Donc l'idée, c'est de construire une nouvelle organisation de l'islam à partir de personnes qui, d'une certaine manière, pourraient également représenter un renouvellement des générations et un renouvellement des responsables. Monsieur Bastianelli, vous avez une idée pourquoi est-ce que le FORIF réussirait apporterait plus de résultats que les négociations qui se passaient au cours des 20 dernières années? Et surtout, sur quoi portent concrètement les conversations? Monsieur Messner l'a rappelé, le culte musulman est un ensemble hétérogène de fédérations et d'associations. Est-ce qu'il y a des points d'achoppement indépassables, et sur quoi ça bloque s'il y a blocage? Alors, déjà, en tant que membre du FORIF, nous n'avons pas été choisis et nommés par les musulmans, ni de nos communautés, ni nulle part en France, mais nous avons été choisis par les préfets et par le bureau central des cultes. Nous n'avons donc aucune légitimité de représentation de quoi que ce soit. Alors, en termes de représentation, si j'ai une légitimité, je l'ai dans mon département 04, où ce sont les conseils des 12 mosquées du département, on est un petit département rural, qui m'ont élu, alors là, de manière très démocratique, comme président de l'Union des associations musulmanes.
à ce titre-là, si je ne représente pas en tant que membre du FORIF les musulmans de France, je représente en tant que président de l'UDAM les musulmans du département des Alpes de Haute-Provence. Alors, au niveau du FORIF, on travaille sur des dossiers, mais le travail que l'on fournit, il n'a donc pas de valeur puisque nous ne sommes pas élus par les musulmans, et ils sont donc soumis à la fin d'une session du FORIF, ils sont soumis aux musulmans partout dans les départements, dans les instances qui s'appellent les ATIF. Alors, il faut voir qu'à ce titre-là, les ATIF rassemblent l'ensemble des musulmans d'un département. C'est-à-dire que là, ils peuvent s'exprimer. Dans notre département, c'est donc l'UDAM qui s'exprime au nom des musulmans du département, et on peut émettre un avis sur les travaux du FORIF. Et l'avis qui est émis va être la base de travail du FORIF pour la deuxième session, la session qui suit, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le travail du FORIF n'a de valeur que quand il a été critiqué dans tous les départements par les musulmans français. Pour pouvoir organiser un culte musulman en France, notre idée, en fait, c'est de faire le contraire de ce qui a été fait en 2004 avec la création du CFCM. La création du CFCM, elle s'est faite de haut en bas, c'est-à-dire que le gouvernement a agréé des fédérations et les fédérations ont nommé des correspondants dans les régions et dans les départements. Le résultat, ça a été quoi? Ça a été que nous, au bout du monde, là-bas dans les Alpes de Haute-Provence, la préfecture, c'est Digne. Et quand le préfet il voulait discuter avec les musulmans de son département, il appelait le correspondant départemental du CFCM qui habitait à Cavaillon dans le Vaucluse et qui n'avait jamais mis les pieds dans aucune des 12 mosquées du département. Et c'est en voyant le préfet discuter avec cette personne-là qu'on a commencé à discuter entre nous. On s'est dit, mais c'est pas possible. Si le préfet il veut savoir ce qui se passe dans ses mosquées, dans son département, il faut qu'on lui donne un interlocuteur. Et c'est comme ça qu'on a créé notre union départementale. Alors notre union départementale, c'est une union, j'allais dire, fonctionnelle. C'est-à-dire, elle est constituée des présidents, secrétaires et trésoriers des mosquées. Mais elle n'est pas constituée des imams, par exemple. Donc, cette organisation-là, c'est une organisation fonctionnelle. Si on veut dire ce que pense la théologie musulmane d'un sujet particulier, alors il faut s'adresser non pas aux responsables des mosquées, mais il faut s'adresser aux imams. Et ça nécessiterait... Ça, c'est pas créé sur les départements parce que pour l'instant, les imams n'ont pas voulu le faire, mais ça nécessiterait aux imams de se constituer en groupe formel ou informel, une association ou non, pour pouvoir donner un avis théologique sur ce que pensent les musulmans. Et enfin, pour pouvoir agréger ces différentes organisations départementales en une vraie représentation des musulmans français, il faudrait déjà qu'il y ait suffisamment de départements organisés en union départementale pour pouvoir créer une union nationale qui ressemble à quelque chose. Alors actuellement, en France, il y a 40 départements qui sont organisés en union départementale. C'est déjà un bon début. C'est c'est un mouvement qui a commencé en 2018-2019 et qui en ce moment est en train de s'affaiblir énormément. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de création d'unions départementales. Donc, le groupe du FORIF qui a réfléchi à une structuration nationale de l'islam en France a dit la première des choses à faire, c'est d'aller parcourir les départements qui ne sont pas structurés et de leur donner un retour d'expérience de ce qu'on a fait dans les départements structurés pour leur donner l'envie ou l'idée de le faire. Dans les retours d'expérience, il y a des choses qui sont extrêmement triviales. Une des choses les plus marquantes de l'union départementale du 04, c'est que les différents responsables de mosquées se connaissent, qui se réunissent de temps en temps, qui mangent ensemble et qui deviennent des amis. Rien que ça, c'est une réussite.
même si on ne parlait pas au préfet, le fait de se connaître dans notre diversité, parce qu'il y a une mosquée turque, il y a une mosquée tablière, il y a une mosquée salaf. Je veux dire, le paysage musulman, il est divers, mais ça ne nous empêche pas de nous connaître, de travailler ensemble, et puis d'aller voir le préfet d'une seule voix, et puis de lui dire, voilà, nous, on est là en face et on représente quelque chose. C'est-à-dire une part significative de la population de votre département. Et avec ça, eh ben, on arrive à faire avancer nos dossiers. Je vais m'arrêter pour l'instant. Je me complète. Mais donc, dans les 60% de départements qui n'ont pas d'union, selon vous, pour quelles raisons? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons très simples d'éclatement rural. Je vois, moi je suis donc dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. Le département d'en dessus où habite mon père, c'est le 05, c'est les Hautes-Alpes. Alors, dans les Hautes-Alpes, il y a 4 mosquées. Il y en a 2 à Gap, 2 à Briançon. Et le trajet Gap-Briançon, il est très compliqué. Ça prend du temps, c'est des petites routes sinueuses et l'hiver, on va dire que c'est dangereux. Donc c'est compliqué de les faire se réunir. Donc les 2 mosquées de Gap se connaissent, les 2 mosquées de Briançon se connaissent, mais elles n'ont pas formé pour parler aux institutions une association départementale. Alors, ce dont on est en train de discuter en ce moment, c'est de les associer à notre union 04 et à faire une union en fait sur les 2 départements qui permettrait d'avoir une structure qui permet d'être solide face aux 2 préfets. Et puis eux, si vous voulez, moi comme j'ai mon père qui habite à Briançon, je peux très facilement naviguer à Gap et à Briançon et j'arrive à faire des liens que eux-mêmes, ils ne se déplaceront pas pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est le milieu rural. Après, dans des départements extrêmement peuplés, comme les Bouches-du-Rhône, par exemple, là, c'est la multiplication des mosquées qui rend compliqué le fait de s'unir. Et en fait, dans les communautés des Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup de personnalités très différentes et qui n'ont pas envie de parler ensemble. Alors voilà, dans tout groupe humain, on sait que ça arrive. On pourrait imaginer que sur un département, il y ait 2 unions représentatives. C'est pas une chose que les préfets négligeraient. Mais il faut quand même que les groupes soient significatifs. Et donc, voilà, dans un département comme les Bouches-du-Rhône, il faudrait, en fait, on attend l'émergence d'une ou 2 personnalités qui auraient cette capacité de parler à tout le monde et d'être entendu par tous. Ça aurait quand même un effet efficace. Après, on n'est pas obligé, pour avoir une représentation nationale, d'avoir 100% des départements structurés. On estime qu'à partir de 60% de structuration de départements, on pourrait faire une représentation nationale crédible. Et à partir du moment où elle existe, alors là, ça donnerait des motivations beaucoup plus importantes aux départements qui ne sont pas structurés pour le faire. Alors, pour pouvoir aider cette structuration départementale, ce que l'on a fait comme travail au sein du FORIF, par exemple, ça vous donne un exemple concret de ce que peut faire le FORIF. Eh bien, on a fait un guide de création d'ARL. C'est-à-dire qu'on a fait, sur tous les ARL qui existent, un retour d'expérience de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, et de tout ce qu'on arrive à faire ensemble. Parce qu'il y a des départements qui font des choses, il y en a qui font d'autres. Je veux dire, c'est très variable d'un département à l'autre. Et puis, on a regardé les statuts de nos unions et on a pris les bonnes idées de chacun de nos statuts et on a fait un statut type qui peut être un bon point de départ pour un département qui voudrait se structurer. Et à partir de ce guide, eh ben, on se rend disponible aux départements qui se posent la question d'une structuration pour aller les voir, discuter avec eux. C'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines à Metz. Metz, ils étaient
un peu plus de la moitié des mosquées à se poser la question de dire on ferait bien de se réunir et puis d'aller parler d'une seule voix et d'être entendu vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des maires, vis-à-vis du préfet. Et comme ils ne savaient pas trop par quel bout prendre la chose, ils ont téléphoné au BCC qui leur a dit voilà une liste de noms de personnes qui peuvent venir vous aider et en discuter avec vous et vous présenter le guide qui a été réalisé. Voilà. Donc ça, c'est la démarche pour pouvoir étendre les structurations départementales. La démarche suivante, ça va être d'en faire une structure nationale. On en parlera peut-être plus tard, si vous voulez bien, parce que j'ai l'impression de trop monopoliser la parole. Prenez la parole. La deuxième partie du titre du livre, c'est bien dans une perspective comparative. Et donc, en fait, comme il existe une organisation institutionnelle des autres cultes, des cultes statutaires, dans d'autres pays aussi, mais il n'y a pas de raison qu'il n'en existe pas une en France. Après tout, mais toutes les autres religions donc, sont parvenues à se doter d'une organisation institutionnelle. Pourquoi elle et pas l'islam concrètement pour vous, quoi, et comment les autres se sont formés? Là, alors, toutes les religions ne sont pas arrivées à se structurer, et donc il y a beaucoup de religions qui sont absolument dans le même cas que l'islam. La volonté des pouvoirs publics de structurer l'islam est liée à d'autres éléments que simplement une bonne organisation de l'islam pour avoir une bonne organisation. Alors en France, déjà, il existe 4 régimes des cultes différents. Tout d'abord, celui qui prédomine, qui est le plus connu sur l'ensemble du territoire français et qui est régi par la loi de séparation de 1905 et qu'on appelle le régime de séparation. Par ailleurs, existe encore le droit local dans les 3 départements de l'Est, donc dans la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. C'est-à-dire c'est un arsenal juridique qui a été maintenu après 1870, quand ces 3 départements sont devenus allemands et qui n'a pas été supprimé lors de la désannexion en 1918. Le département de la Guyane a également un régime des cultes particulier, avec l'obligation pour le département de rémunérer les seuls ministres du culte catholique. Et enfin, dans tous les territoires d'outre-mer, la loi de 1905 n'a pas été introduite et donc elles sont sous un système qui s'appelle décret Mandel et une organisation à partir de ce qui est encore appelé les missions. Donc, première difficulté, c'est effectivement l'éclatement du point de vue de l'organisation des cultes. Alors, si l'on prend le droit général, donc 1905, il y a 3 cultes qui sont parfaitement bien organisés. Tout d'abord, les protestants historiques, les juifs et les diocèses catholiques. Les protestants historiques, les catholiques et les protestants les protestants historiques ont, puisqu'il existe d'autres qu'on connaît sous le nom d'évangéliques, ces 3 religions ont été organisées par l'État au début du XIXe siècle et ont conservé la même organisation en la transposant simplement dans le cadre de la loi de 1905. Donc, si vous prenez le culte, l'Église protestante unie de France, qui rassemble les réformés et les luthériens, donc la quasi-totalité des protestants historiques, vous avez la même organisation qu'au début du XIXe siècle, mais les paroisses sont des associations cultuelles. Les consistoires sont des associations cultuelles et l'Église en tant que telle, le synode et le bureau synodal sont des unions d'associations cultuelles.
Donc c'est parfaitement bien structuré et hiérarchisé, ce qui est déjà pas possible actuellement pour le culte musulman, puisque le sommet, l'autorité cultuelle, le CFCM, est organisé dans le cadre de la loi de 1901, donc dans le cadre du droit commun. Et beaucoup de mosquées maintenant sont organisées dans le cadre de la loi de 1905, notamment après la publication de la loi dite séparatisme de 2021. Mais on ne peut pas faire d'union d'associations avec des associations de 1905 et des associations de 1901. Ces associations ne sont pas de même nature et donc l'union n'est pas possible. L'union chez les protestants et chez les juifs, et par le biais de l'union des associations diocésaines chez les catholiques, permet d'avoir au sommet de chaque culte, de chaque religion, une autorité, que cette autorité soit plus ou moins monarchique comme chez les catholiques ou totalement démocratique comme chez les juifs et les protestants, permet effectivement une bonne organisation du culte et une bonne visibilité, ce qui n'est pas encore le cas pour le culte musulman. Et je pense que nous y reviendrons peut-être, que le FORIF œuvre justement à cette bonne représentation et bonne visibilité et structuration du culte musulman. Dans les 3 départements, les textes juridiques font la distinction entre les cultes statutaires. Donc il y a 3 cultes statutaires, les protestants, les catholiques et les protestants, et les cultes non statutaires, c'est-à-dire, alors les protestants, il y a 2 églises, mais elles sont fédérées dans une union qui s'appelle l'UEPAL. Tous les autres cultes, y compris donc le culte musulman, tous les autres cultes sont cultes non statutaires, mais qui ne sont pas organisés dans le cadre de la loi de 1905, puisque cette loi n'a pas été introduite dans les 3 départements, et elles sont organisées dans le cadre du droit local, et notamment dans le cadre du droit local des associations, puisque la loi sur le régime associatif de 1901 n'a pas été introduite dans les 3 départements, qui a conservé un droit local des associations d'origine allemande, qui est beaucoup plus avantageux que le régime de droit commun de la loi de 1901. Les cultes non statutaires dans les 3 départements ont un avantage sur les cultes tels qu'ils sont organisés dans le reste du territoire français, dans la mesure où l'article 2 de la loi de 1905 ne s'applique pas, et donc par voie de conséquence, les collectivités territoriales peuvent financer les cultes non statutaires. Ils ne les financent pas obligatoirement comme les cultes statutaires, mais ils peuvent les financer de manière volontaire, ce qui se fait très souvent pour la construction d'édifices du culte, avec à la clé, comme vous le savez, puisque ça a été très médiatisé, un conflit avec une des mosquées qui est en construction actuellement à la Méno, je crois. Donc, parmi ces cultes, tant en régime général que sous donc la loi de 1905 en droit local, beaucoup de cultes ne sont absolument pas organisés. Et donc, par exemple, la plupart des communautés évangéliques fonctionnent de manière complètement éclatée, même si les communautés évangéliques sont rassemblées maintenant dans une commission nationale, le CNEF,
les évangéliques de France. Certains font également partie de la Fédération protestante de France, qui n'est pas une église d'ailleurs, mais qui est un rassemblement d'églises et d'œuvres protestants. Donc cet éclatement se retrouve pour d'autres religions. Et alors les plus significatifs, ce sont les orthodoxes, que l'on pourrait comparer au culte, aux communautés musulmanes, puisque les églises orthodoxes sont avant tout, telles qu'elles existent actuellement en France, des églises nationales. Il existe une église orthodoxe roumaine, serbe, bulgare, grecque orthodoxe, et donc c'est organisé finalement par nation et avec une hiérarchie qui existe au niveau européen. Donc cet éclatement existe également dans d'autres religions, mais effectivement, pour les pouvoirs publics probablement, les communautés musulmanes représentent un ensemble tout à fait particulier qu'il convient d'intégrer dans le régime des cultes pour différentes raisons. Voilà. Pardon ? Qu'est-ce qui... D'accord, je ne vous avais pas vu. Voilà, donc il n'y a pas de lumière pour nous, donc on voit mal les gens qui sont dans la salle et qui restent un peu anonymes. Mais enfin, j'ai entendu. Il y aura de toute façon un tour de questions après sur lequel vous pourrez intervenir et interagir. Voilà, donc une des raisons, c'est probablement la peur qui était inscrite d'ailleurs dans le titre de la loi de 2021, la peur d'un espèce de séparatisme, d'un communautarisme qui viserait à créer des communautés séparées de la communauté nationale, ce qui est contraire à la Constitution française et qui a été en 2004, je crois, explicité par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire personne ne peut se prévaloir de sa religion pour ne pas observer en quelque sorte la loi et les principes communs, les valeurs communes qui existent en France, valeurs communes qui sont adossées à la Constitution française. Donc, je pense que c'est, mais Monsieur Bastianelli va compléter et va probablement s'exprimer avec plus d'autorité que moi. Je pense que c'était une des raisons, une des raisons majeures pour lesquelles les pouvoirs publics, effectivement, tiennent à ce que le culte musulman soit bien organisé. Cela étant, à partir du moment où un culte est bien organisé, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas exister de satellites autour de ce culte qui, effectivement, ne respectent pas la réglementation, la constitution qui a été mise en place par ce culte. Cela existe dans toutes les religions, y compris la religion catholique et la religion protestante. Mais un culte qui est bien organisé a le plus souvent une légitimité par rapport aux populations et par rapport aux croyants qui sont membres de ce culte. Et donc, effectivement, les dérives sont moins conséquentes à cet égard. Pour vous, Monsieur Bastianelli, si le culte musulman, les autres églises bénéficient-elles, les autres cultes bénéficient-ils davantage dont le culte musulman pourrait bénéficier s'il était mieux structuré? Très concrètement, Monsieur Wessner a évoqué des questions d'exonération fiscale, de financement d'édifices. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que... Alors, on est en train de mélanger des tas de choses qui sont très différentes les unes des autres.
le culte musulman n'a pas besoin d'être structuré ni au niveau régional ni au niveau national pour pouvoir bénéficier, si les associations des mosquées sont bien dans le régime de la loi de 1905, d'exonération fiscale et d'aide éventuelle, parce qu'elles sont quand même rarissimes, à l'entretien des mosquées. Après, je voulais revenir sur la question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement cherche à avoir une structuration nationale des musulmans? Alors, il y a la question de la peur du communautarisme. Je pense que c'est plus une peur qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est l'idée que s'en font un certain nombre de politiques. Si on était capable de leur expliquer, de leur montrer comment est-ce qu'on fonctionne, de les inviter dans les mosquées, de les inviter dans les communautés, ils verraient que la communauté, c'est pas du communautarisme. Je vais le dire un petit peu différemment. Moi, dans mon idée, on utilise trois mots. On utilise une communauté libre, on utilise une communauté communautariste et on utilise le mot de communauté séparatiste. Pour moi, ce qui est à éviter, c'est le séparatisme. Le communautarisme, il existe. Je veux dire, les supporters d'un club de foot, ils sont un peu communautaristes. Par nécessité. Ils vont avoir envie d'être ensemble et d'être au bistrot ensemble sans les supporters du club adverse, et etc., etc. Donc, je veux dire, à partir du moment où un groupe d'humains ont une activité ensemble, ça va créer entre eux des liens, et créant entre eux des liens, ça va les mettre ensemble plus souvent qu'avec les autres. Et on va appeler ça du communautarisme. Donc, quelque part, c'est normal. Donc, il y a du communautarisme normal, comme un gris très clair qui est presque le blanc de la liberté totale de chaque individu dans sa communauté. Et puis, le communautarisme le plus gris foncé, qui ressemble à du séparatisme, ou, comme dans un phénomène sectaire, je vais aller vivre en marge de la société et je ne veux pas avoir d'interaction avec elle. Donc ce phénomène-là, dans les mots, quand on dit communautarisme, je veux dire, pour moi, ça donne un éventail de situations qui vont du meilleur au pire. Et donc le mot lui-même, il décrit pas bien la situation. Est-ce grave, docteur? Quand je dis séparatisme, alors là oui, quand je dis séparatisme, je parle d'un phénomène qui est un phénomène sectaire. Et celui-là, si on veut vivre en société en France, je veux dire, on peut pas l'admettre, parce que on crée en particulier des humains qui sont potentiellement en vrai danger, et en particulier les enfants. Donc le séparatisme, voilà, c'est quelque chose de dangereux. Après, l'État, pourquoi il a besoin d'avoir un islam structuré? Déjà pour avoir un interlocuteur. Quand j'ai envie de parler à quelqu'un, s'il faut que je parle 50 fois à 50 personnes différentes plutôt qu'à une, ça rend le fonctionnement de mon administration beaucoup plus compliqué. Donc, la première chose la plus simple, quand on va voir le préfet, il dit oui, mais moi j'ai besoin d'avoir un interlocuteur. Quand on va voir, c'est pareil, quand on va voir une administration comme l'administration pénitentiaire, elle a besoin d'avoir une structure de son aumônerie musulmane, parce que sinon elle ne peut pas discuter. Oui, pardon, mais ma question c'est quoi? En fait, je pense qu'on a bien compris l'intérêt de l'État d'avoir un seul interlocuteur, et quoi, voilà. Mais quel est l'intérêt du culte musulman de se structurer, et quels avantages supplémentaires il pourrait obtenir? Alors les avantages supplémentaires, c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention, c'est-à-dire que les avantages supplémentaires, c'est de se faire connaître correctement par les administrations, par les politiques, par les médias et par les Français. Je veux dire, moi quand je vois les musulmans qui sont dans nos mosquées de milieu rural, ce sont des Français comme les autres. On se fait idée que parce qu'il y a eu... Alors, au travers du CSCM et des grandes fédérations de mosquées, il y a quand même un phénomène qui n'est pas un phénomène religieux, qui est un phénomène politique, qui est que des pays étrangers ont
envie ou besoin d'avoir une certaine mainmise sur leur population qui vit en France. Mais ça, c'est pas de l'islam. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est une question. Les musulmans qui sont dans nos mosquées, c'est des Français. Aujourd'hui, c'est des fils de Français et c'est des petits-fils de Français. Et ils sont Français, comme vous, comme moi. Alors, c'est une question qu'on se pose. C'est quoi la réalité de la puissance étrangère sur les musulmans de France, selon vous? Eh ben, c'est d'essayer par ces fédérations. Je vois par exemple chez nous dans le 04, la fédération algérienne, elle vient organiser les élections. Et donc, elle cherche ces mosquées algériennes pour être le relais de la population algérienne du département, pour pouvoir les rassembler régulièrement et leur délivrer des messages politiques dans un contexte où les relations entre la France et l'Algérie est, on va dire, compliquées. Voilà. Et donc, c'est ce genre de choses que l'État veut éviter en évitant de discuter avec les fédérations plutôt que avec directement les mosquées. Dans une mosquée, on accueille tout le monde. Je veux dire, une mosquée en France, sauf dans certaines très grandes agglomérations où il peut y avoir des regroupements particuliers parce que le nombre est suffisant. Mais dans une mosquée du département des Alpes de Haute-Provence, eh ben, il y a des Comoriens, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Égyptiens, il y a des Syriens, maintenant il y a des Afghans, il y a des Pakistanais, il y a des Hindous, et puis il y en a d'Afrique subsaharienne, et tout ça, ben, ça fait partie du conseil d'administration, ça fait partie du bureau, et ça fait partie des fidèles qui sont dans la mosquée. Et cette diversité, elle vit très bien dans une mosquée. Elle a besoin de... Je dirais, elle a besoin de rien. Ce sont des frères musulmans, ils font la prière ensemble. Et le musulman qui vient, ben, il vient pour prier. On se fait en ce moment, mais j'allais dire une montagne de la notion de frères musulmans. Mais même en imaginant qu'une mosquée est dirigée par un bureau où il n'y a que des frères musulmans. Moi, je ne sais même pas ce que c'est, un frère musulman, mis à part quelqu'un qui est impliqué dans la société. Donc moi, je pourrais en être un. Mais même si le bureau de la mosquée, c'est des frères musulmans, le fidèle qui vient prier, mais il s'en fiche complètement. Il n'en a rien à faire de ceux qui la dirigent, la mosquée. Lui, il vient et il veut prier, et il veut avoir un imam qui lui dise quelque chose le vendredi, et qui l'aide à se construire. Et quel qu'il soit, quelle que soit comment dirais-je, la branche de l'islam à laquelle il adhère, ben, je veux dire, il cherche une mosquée pour pouvoir venir prier, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette mosquée qui a envie de se faire entendre. Et pour vous, Monsieur Messner, l'influence étrangère sur le culte musulman ou sur les musulmans, c'est une vue de l'esprit ou c'est un vrai... J'ai pas fait d'études sur le terrain, je suis pas allé mesurer l'influence étrangère. Cela étant, ce problème, et nous le verrons après quand on parlera des exemples étrangers, il existe dans tous les pays. Il a également été évoqué dans le discours des Mureaux du président de la République, sans être introduit d'ailleurs dans la loi d'août 2021, puisque depuis maintenant 2024, les États musulmans qui envoyaient des imams fonctionnaires rémunérés par les États d'origine ne peuvent plus le faire. Donc, effectivement, il y avait jusqu'à présent un poids quand même des États étrangers sur les communautés musulmanes. Après, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pendant très longtemps, parce qu'il faut également avoir le courage de refaire l'histoire, c'est que le gouvernement, à un moment donné, a délégué en quelque sorte la gestion de l'islam à des pays étrangers. Donc c'est le cas notamment de la grande mosquée de Paris, qui devait représenter en quelque sorte la vitrine de l'islam, et donc on lui demandait d'organiser le culte. Ça arrangeait tout le monde, et effectivement le fait
d'envoyer des imams fonctionnaires étrangers était également une solution de confort pour beaucoup de monde, parce que pour quelqu'un, jour où un imam dérapait, il suffisait de passer un coup de fil pour que l'imam finalement était de nouveau rappelé par son pays d'origine. Mais en réalité, on ne peut pas construire un islam en France à partir de cadres qui, de manière régulière, sont envoyés par l'étranger, par des pays étrangers, et qui sont formés à l'étranger et qui ne connaissent pas très bien le contexte français. Donc effectivement, cette page, d'une manière ou d'une autre, il faut la tourner, même s'il y aura toujours des ministres du culte étrangers qui viendront en France. Ce n'est pas uniquement le cas des musulmans, mais également pour d'autres régions. Par exemple, chez les bouddhistes, il y a beaucoup de moines vietnamiens, tibétains qui sont là. Mais à terme, si la religion veut être enracinée, il faut effectivement que les ministres du culte soient français et formés en France. Alors, ce qui nous fait une parfaite transition avec justement la comparaison avec d'autres pays européens, notamment la Belgique et l'Autriche, qui font l'objet de 2 contributions dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle est la particularité et comment ces 2 pays-là ont travaillé et œuvré? Voilà, donc la quasi-totalité des pays européens. Alors, M. Monneray, effectivement, cite à bon escient la Belgique et l'Autriche, puisqu'ils sont présentés dans l'ouvrage collectif, mais on pourrait également parler de l'Allemagne. Ils sont à côté, donc en Allemagne, maintenant, dans une dizaine d'universités, il existe des facultés de théologie musulmane dans les universités publiques. Donc, tous les pays ont effectivement essayé de prendre ce problème à bras-le-corps. Alors, la Belgique, elle est intéressante pour les 3 départements et pour la France, dans la mesure où c'est un système des cultes reconnus dont l'origine est française, puisque la Belgique, comme vous le savez, c'était le département des Ardennes. Et donc, la loi de Germinal en 10 s'applique toujours encore en Belgique. Et le culte musulman a été reconnu en Belgique en 1974. Et donc, les ministres, après, il y a eu une longue histoire pour la structuration avec beaucoup de difficultés qui ne sont pas terminées actuellement. Et donc, le culte musulman a été reconnu dès 1974, à l'instar de tous les autres cultes qui sont, c'est la définition de la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont crédibles, qui effectivement sont sérieux, qui ont un minimum de cohérence dans leur doctrine. Et donc, le culte musulman était... Parce qu'en Belgique, il y a pratiquement toutes les religions ont été reconnues, à part quelques religions qui, justement, n'ont pas ce caractère de sérieux. Par exemple, une religion qui s'appelle les serviteurs des macaronis volants et qui voulait demander la reconnaissance en Belgique. Donc, on a considéré que ce n'était pas suffisamment sérieux et qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Par contre, ne sont pas uniquement reconnus les idéologies, les doctrines qui se fondent sur l'immanence, comme par exemple les religions, mais également les communautés qui ont une explication du monde fondée sur l'immanence, comme les athées, les humanistes, qui sont traités de la même manière que les religions en Belgique. Donc la dynamique a été totalement différente de la France, parce qu'en France, sur l'ensemble du territoire français, pas seulement en Alsace et en Moselle, mais sur le reste du territoire français jusqu'en 1905, on n'a plus jamais reconnu d'autres cultes que ceux qui avaient été reconnus,
à l'exception du culte musulman dans les départements d'Algérie, où il existait une forme de reconnaissance par le gouvernement français avec un financement et une garantie du libre exercice du culte quand cela n'existait pas encore au XIXe siècle. Donc l'exemple de la Belgique est parlant, significatif à cet égard. Par contre, la Belgique, le Royaume de Belgique, rencontre énormément de difficultés pour la nomination de l'autorité de ce culte qui s'appelle l'exécutif musulman de Belgique, qui devrait être nommé par les communautés musulmanes, qui a été nommé, mais qui a été dissous par le gouvernement en raison, justement, cela a été évoqué, d'influences étrangères. Et donc actuellement, ils ont mis en place une commission des musulmans de Belgique, mais qui n'a pas encore de reconnaissance légale. Donc ça, c'est l'exemple de la Belgique. Alors certes, c'est reconnu, ça fonctionne relativement bien, avec quelques difficultés qui sont parfois évoquées par les médias, mais reste encore à trouver la solution pour l'exécutif. En Autriche, le culte musulman a une longue histoire dans la mesure où les musulmans de Bosnie-Herzégovine, qui font partie de l'Empire austro-hongrois, ont été reconnus en 1912. Et donc cette loi cette reconnaissance plutôt de 1912 n'était plus adaptée au contexte actuel, et la Belgique a voté en 2015 une loi pour la reconnaissance des communautés musulmanes. Donc l'idée, c'était dans un premier temps de créer un islam unifié. Ça n'a pas fonctionné. Donc il existe maintenant un islam avec deux volets. Il existe dans cette loi de 2015 un chapitre qui est consacré aux sunnites et un chapitre qui est consacré aux alévis. Donc les cultes musulmans sunnites et alévis sont maintenant des corporations de droit public avec une exigence qui ressemble à celle qui a été exprimée pendant le discours des Mureaux par le président de la République, avec une interdiction de recevoir des ministres du culte rémunérés d'États étrangers, et cela pour une raison légale, c'est que la corporation de droit public doit trouver ses propres ressources sur le sol national, parce qu'une corporation qui est reconnue doit pouvoir vivre dans la durée, et donc considère que la rémunération des ministres du culte étrangers constitue une subvention, en quelque sorte, qui dénaturerait cette durée de la corporation de droit public. La Belgique, l'Autriche, rencontre quand même quelques difficultés, notamment par rapport à la création de la faculté de théologie, parce que dans la loi de 2015, il est prévu la création d'une faculté de théologie dans le cadre de l'Université de Vienne, qui comprend déjà une faculté de théologie protestante et une faculté de théologie catholique. Donc il y aurait eu en plus une faculté de théologie musulmane. Là, on est encore au niveau du département, avec des difficultés pour recruter les enseignants, et avec une disparition, c'est-à-dire que le professeur qui a été nommé pour enseigner le droit musulman a été englouti par la faculté de droit, qui a reconverti le poste en autre chose. Donc il faut toujours veiller effectivement au grain pour éviter à ce que les essais gouvernementaux en la matière ne disparaissent dans le sable, ce qui a été fait d'ailleurs en France avec la création de l'Institut d'islamologie,
qui comprend une antenne à Strasbourg et qui est chapeauté par un organisme national, l'Institut d'islamologie en France, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, mais également du Premier ministre. Voilà donc grosso modo ce que j'avais à dire sur les exemples étrangers, mais on pourrait encore citer d'autres exemples. Ça vous inspire les exemples étrangers, M. Bastianelli ou... Ben, je pense que c'est intéressant, mais ce que l'on a à construire en France nous ressemblera quelque part. C'est-à-dire que dans l'idée, la préfiguration qu'on se fait d'une représentation musulmane, on partira quand même de beaucoup de choses qui existent. C'est-à-dire que dans la mesure où des unions départementales peuvent se constituer en union nationale, dans les discussions que l'on a actuellement au FORIF, eh ben, la première idée, c'est d'avaler le FORIF. Parce que finalement, ces travaux-là qui se font à la demande du Bureau central des cultes, c'est des travaux qui nous intéressent, nous, et c'est à nous de les organiser et de les réaliser et de décider de qui est-ce qui travaille dessus, de manière démocratique, pas de manière, j'allais dire, autoritaire de la part du ministère de l'Intérieur. Et à partir du moment où le FORIF devient une instance de travail sur les sujets importants des musulmans français qui appartient à la représentation musulmane, eh ben, la déclinaison et le fait d'en discuter dans les départements, c'est-à-dire les assises territoriales, eh ben, on va les avaler aussi, c'est-à-dire qu'elles vont appartenir à la communauté musulmane qui organisera ces discussions dans les départements. Et dans les départements, quand on discutera de tous ces sujets-là, on invitera le préfet. Et on ne fera pas le contraire de se laisser inviter et d'aller discuter quand il nous reçoit. Voilà. Donc c'est vraiment le fait de dire nous sommes musulmans, nous ne souhaitons pas être représentés par le haut, mais de manière démocratique par le bas, c'est-à-dire par les musulmans qui élisent dans les mosquées, par les mosquées qui élisent au niveau départemental et par les départements qui feront des élections démocratiques au niveau national. Et après, les travaux qui sont de nos ressorts, ça sera à nous de les prendre en charge et de les faire. Très bien. Alors, avant de donner la parole à la salle et que le public puisse poser ses questions, alors on aurait dû aborder la question des aumôniers, qui est plutôt un exemple réussi d'intégration qui avait réussi, mais qui met aussi un peu en lumière les divisions, les contradictions qui peuvent exister au sein de la communauté musulmane en elle-même, et notamment ce cercle vicieux de la modération insuffisamment radicale, c'est-à-dire que quand on joue le jeu en fait de la discussion avec l'État, de l'accord avec l'État, on peut être accusé de ne pas être suffisamment radical, et inversement, la radicalité est insuffisamment modérée. Et comment est-ce qu'on peut se sortir de ce cercle vicieux sans fin? Quand la désignation de radical ou pas radical dépend de soupçons et pas de faits avérés, on s'en sort pas. C'est-à-dire qu'actuellement, le système en place ne nous laisse pas de porte de sortie. C'est-à-dire que, grosso modo, le musulman qui est visible dans la société française, c'est un frère musulman, donc un danger pour la France. Et s'il n'est pas visible dans la France, c'est qu'il est séparatiste, et donc c'est un danger pour la France. Seulement, la porte de sortie, je veux dire, moi, actuellement, et dans le débat qui a lieu ces jours-ci, je ne la trouve plus. Alors que, concrètement, je veux dire, au niveau des mairies et même des départements, ce dilemme-là ne se pose pas. Je veux dire, alors, nous, on est dans une province de la France qui est quand même un peu compliquée hein, pour les musulmans. C'est-à-dire que dans le département 04, qui est dans le sud, en Provence, on a 2 députés, c'est 2 députés RN. Pour aller discuter avec un député, c'est compliqué. C'est-à-dire que, voilà. Et nos maires sont beaucoup de droite ou d'extrême droite. À Manosque, qui est la plus grande ville du département, mais qui n'est pas la préfecture, on a un maire qui est parti républicain, c'est un petit ami de M. Retailleau, et donc il faut vivre avec lui. Mais localement, on y arrive, parce que
je veux dire, alors c'est un peu spécial parce que c'est des petites villes. Manosque, ça fait 25 000 habitants. Le maire, aujourd'hui, il a 31 ans. Quand il a été élu, il avait 27. Donc, il a été l'élève de beaucoup de ceux de la mosquée qui sont professeurs. Et voilà, c'est des liens directs, ça. Et ça permet le contact, ça permet la discussion, ça permet de travailler de manière, j'allais dire même, extrêmement sereine. Mais ce contact et ce lien humain direct, après, il y a un moment, quand on s'élève, on n'y arrive plus parce qu'il n'existe plus, parce qu'on est trop nombreux. Et dans des très grandes villes ou des grands départements, je veux dire, on n'arrive pas à travailler comme ça. Mais on peut le faire. C'est une difficulté pour les musulmans en ce moment. C'est une difficulté d'être simplement visible dans la rue. Enfin, je veux dire, la laïcité, c'est une neutralité de l'État. C'est pas une neutralité du français. Français, s'il est musulman et qu'on voit qu'il est musulman, je veux dire, ça dérange personne et il a le droit de se promener sur le trottoir. Et il a le droit de rentrer dans un commerce et il a le droit de vivre et il a le droit de, voilà, d'avoir ses activités en étant visible comme musulman. C'est pas contraire à la laïcité. Le musulman, il est attaché à la laïcité parce que la laïcité, elle garantit sa liberté d'exercer son culte. C'est-à-dire, dès qu'on a des liens fonctionnels entre le gouvernement des choses et le gouvernement de la religion, on pervertit la religion, on pervertit le gouvernement. Et si on veut être libre de prier et d'exercer notre culte comme on veut, on a besoin d'un cadre laïque. C'est lui qui nous garantit cette liberté qu'on revendique. Très bien. Ben, merci beaucoup, messieurs. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ou des remarques? Alors, le plus simple, c'est que je vais vous passer mon micro. Merci pour ces interventions. Ma question va paraître extrêmement naïve, très probablement. Monsieur Bastianelli, je respecte votre approche, mais je crains que dans je ne sais combien de décennies, voire de siècles, on n'y soit toujours pas si on se base uniquement sur le bon vouloir des uns et des autres. C'est vrai que vous parlez d'une région peu peuplée. Dans une ville comme Strasbourg, je ne peux même pas l'imaginer. Je ne peux même pas l'imaginer. Alors, ma question ou proposition qui peut paraître extrêmement naïve, et je précise que je ne suis pas du tout pour un excès de lois, de normes, etc. On est très doué pour ça en France, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un minimum de socle commun? Vous avez parlé de l'Institut d'islamologie, je ne savais pas que ça existait, mais je ne sais pas combien de personnes ça concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, une religion, pour qu'elle soit reconnue en France, on passe obligatoirement par une formation solide pour avoir le droit d'exercer en tant que prêtre, prêche ou tout ce qu'on voudra. Faculté de théologie catholique, protestante, pour les formations de rabbins qui sont extrêmement solides. Et sans cela, on ne peut pas exercer un rôle voilà, de prêche, de curé, etc. Alors, ce minimum alors pour moi, c'est valable absolument pour les évangélistes aussi. Parce que là, il y aurait plein de choses à redire. J'en ai dans ma famille, et il y a des abus qui me paraissent, moi, parfaitement insupportables. Mais c'est vrai qu'ils font exactement ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune structure et ils font absolument ce qu'ils veulent. Donc, pour moi, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de passer par un minimum de socle commun, obligatoire? Alors, vous allez me dire qu'il y a une bonne partie qui se trouve déjà dans les lois françaises, la Constitution même, mais qu'une grande partie des Français ou des non-Français, parce qu'il y a de loin pas que des Français qui fréquentent ces cultes, si on généralise par le terme de culte, ignorent. J'habite tout près de la grande mosquée. J'ai vécu des choses insupportables au point d'être obligée, pourtant je ne suis pas une râleuse professionnelle, j'ai été obligée d'appeler plusieurs fois la police parce que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et on se moque de moi en me disant bah, de toute façon, la loi française, on n'en a rien à cirer. Voilà.
Eh ben, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Eh ben oui, ben moi c'est ce que je vis. Peu importe. L'idée n'est pas de polémiquer, Eh ben tout simplement parce que bon, c'était pas du tout le but de polémiquer. Bah, c'est pas orienté, je vous parle d'expérience personnelle. Voilà, donc ma proposition, ma question, pourquoi n'y a-t-il pas un minimum de socle obligatoire commun, alors qu'ils ne sont pas forcément, il y a au moins un minimum qui doit être commun à toutes les religions ou autres mouvements, sans lesquels on ne peut pas ouvrir une église ou ce qu'on voudra appeler comme on veut. Merci. Voilà, juridiquement, cela a été dit plusieurs fois, l'État, pas la société, vous l'avez bien souligné, la société n'est pas laïque. L'État, par contre, est laïque, les services publics sont laïques. Et l'État ne peut pas se mêler de l'organisation des religions. L'État ne peut pas organiser une religion. L'État ne peut pas définir le statut d'un ministre du culte. L'État ne peut pas fixer la formation des ministres du culte. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'État. Alors, il existe en France une tradition qui est la tradition de formation universitaire des ministres du culte, soit dans une université publique comme à Strasbourg, où il y a une faculté de théologie musulmane catholique et une faculté de théologie protestante, mais également dans le cadre d'établissements d'enseignement supérieur privés à caractère d'intérêt général, comme les instituts catholiques, l'Institut protestant de théologie. Et donc, effectivement, je pense que le devoir de la communauté musulmane, une fois qu'elle sera bien structurée, c'est de pouvoir mettre en place des instituts de formation qui seront reconnus à terme quand ils rempliront toutes les conditions, ils sont reconnus d'utilité publique, d'intérêt général, et seront évalués par les pouvoirs publics dans le cadre de l'HCRS. Bon, l'HCRS a disparu là, puisqu'on a voté pour sa suppression, donc je ne pense pas que ce sera cette institution. Donc ça, c'est le but à atteindre. Maintenant, pour les autres religions, effectivement, vous avez des communautés évangéliques qui, dans la formation de leurs ministres du culte, ne prennent pas en compte la démarche universitaire, parce que ce qu'il y a derrière, c'est naturellement la démarche historico-critique universitaire qui permet d'obtenir le label d'intérêt général, caractère d'intérêt général. Voilà. Alors, moi, je ne voudrais pas mélanger deux choses. La thématique de la formation, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordée dans nos discussions et qu'elle est absolument majeure en ce qui concerne l'islam. Mais il ne faut pas mélanger la formation des imams avec la voyouterie dans la rue. Le voyou, ça se traite avec le 17, je veux dire, et ça, qu'il soit musulman, qu'il soit qui que ce soit, s'il vous empêche de rentrer chez vous, il faut faire le nécessaire, mais c'est pas un problème religieux. Voilà. Le problème de la formation des imams actuellement, c'est que on n'a pas de formation théologique organisée en France, on va dire de manière sérieuse et suffisante par rapport aux besoins. Donc, les imams exerçant en France ont fait leurs études théologiques bien souvent à l'étranger. Alors, il y a un cadre un peu particulier qu'on a à peine évoqué, qui sont les aumôniers. Les aumôniers, dans la mesure où ils sont à la fois ministres du culte, mais salariés d'une administration française, la France peut avoir des exigences. Et là,
on a des formations qui, pour les aumôniers, sont obligatoires. Alors, c'est des formations qui ont une petite partie de formation d'islamologie et une partie de formation citoyenne, connaissance du droit des religions en France, connaissance de ce que c'est que la laïcité sur le plan légal, bien sûr, mais sur le plan historique, sur le plan philosophique, et qui leur permet de bien comprendre le contexte dans lequel ils exercent leur fonction d'aumônier. Ces formations, à la fois civiques et comment dirais-je, elles sont recommandées à la fois pour les imams qui exercent et elles sont recommandées pour ceux qui dirigent des mosquées. Moi je l'ai faite sur la première session qui a été organisée par l'IFI, l'Institut français d'islamologie. Je l'ai faite parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans pour savoir est-ce que je vais la recommander ou pas autour de moi et dans mon département. Et je la recommande parce qu'elle est très utile. D'abord, il est très utile quand on a une formation théologique, c'est-à-dire qu'on connaît sa religion de l'intérieur, d'avoir une formation d'islamologie qui permet d'avoir une vision de sa propre religion de l'extérieur. Et quand on a l'œil de l'intérieur et l'œil de l'extérieur, eh ben on connaît encore un peu mieux sa religion et c'est très bénéfique sur le plan personnel pour tout individu qui s'intéresse à ce qu'il fait dans son milieu musulman. Ensuite, c'est une recommandation, c'est-à-dire qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a aussi des toutes petites mosquées où celui qui tient le rôle de l'imam, eh ben, c'est le plus instruit parmi ceux qui sont présents. C'est-à-dire, ça peut être absolument sans formation. Ça existe aussi. Hein. Voilà. Donc cette diversité-là, elle existe, elle fait partie du paysage et on n'a pas encore aujourd'hui une organisation qui nous permette d'imposer des critères minimaux sur la formation des imams. Voilà. Mais il y a des recommandations, il y a des formations qui sont faites par l'État et qui sont absolument remarquables. Donc ici à Strasbourg en particulier, je connais celle aussi qui est faite par Hassan Chahdi à Metz. Qui est absolument remarquable. Il y a l'IFI, ce sont des formations qui sont supportées par l'Université d'Aix-Marseille. Enfin bon, il en existe alors là pour le coup suffisamment pour que tous ceux qui sont intéressés soient formés, mais ça ne reste obligatoire que pour les aumôniers. Voilà. Ensuite, la formation, une formation d'imam français formé en France par des enseignants français est sérieuse. M. Messner dit que c'est un projet à long terme, mais c'est un projet qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire l'Institut musulman, équivalent par exemple à l'Institut catholique, juridiquement il est créé. Il espère une rentrée en 2026 et avec une formation d'imam qui sera... Alors ça sera une triple formation. Il y aura la formation de base qui sera une formation théologique calquée sur les diplômes français, c'est-à-dire avec licence, master et doctorat. Et donc, on pourra avoir des imams de différents degrés. Il y aura dans les cursus des cours d'islamologie qui leur permettra de connaître leur religion vue des experts extérieurs et des scientifiques de tout bord. Mais il y aura aussi la formation pratique à ce que fait un imam dans une mosquée. Et je vais prendre un seul exemple, celui de la médiation. Un imam dans une mosquée, c'est un médiateur. C'est un médiateur entre les différents groupes qui se forment dans sa mosquée. Et c'est aussi un médiateur familial. C'est-à-dire qu'un couple de musulmans, quand il a un souci avec un enfant, avant d'aller voir à l'extérieur, il va demander à son imam. Et l'imam, quand il n'est pas formé, soit il ne fait pas, et il est considéré comme mauvais imam, soit il fait ce qu'il peut, et ce n'est pas toujours bien. Donc dans la formation d'un imam, quand on regarde concrètement ce qu'il fait dans sa vie d'imam, eh ben, la formation à la médiation, c'est une formation importante.
Et donc voilà, on en aura plusieurs qui seront dans ce type-là et qui leur permettra d'assurer complètement non seulement la charge théologique qu'ils ont, mais la fonction pratique qu'ils ont dans leur métier dans la mosquée. Donc ce sont des choses qui sont en route, ça. Et j'allais dire, voilà, ça existe. Bon, oui, alors j'avais une idée, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, et ça va peut-être permettre de rebondir avec ce que disait Madame. On connaît tous des musulmans, hein, parce que, enfin, du moins à Strasbourg, il y a beaucoup de monde. On en rencontre tous mais on ne connaît pas la religion. Et on entend tellement de choses négatives, ce que vous disiez l'un et l'autre, que est-ce que dans le cadre de vos unions départementales, il n'y aurait pas un moyen, peut-être dans les mosquées, de faire des fois des conférences, des choses, de façon à ce que les non-musulmans puissent connaître mieux et aussi connaître les gens et pas partir du principe qu'ils sont musulmans, donc c'est forcément quelqu'un dont il faut se méfier. Alors, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Alors, vous touchez là une chose à laquelle je suis particulièrement attaché et que je trouve être un enjeu majeur. C'est-à-dire, on a un vrai problème ici en France, qui est le problème de l'image du monde musulman parmi la population française. Cette image, aujourd'hui, médiatiquement, politiquement, elle est catastrophique. Mais le fait de redonner du musulman une image correcte, c'est notre responsabilité. Là, l'État, il peut rien pour nous. C'est à nous de nous prendre en charge et c'est à nous d'avoir des initiatives. Alors bien sûr, dans un département comme le nôtre et dans une union départementale, on organise des choses. On organise des choses pour nous faire connaître. Par exemple, on ouvre les mosquées les journées du patrimoine. Pourquoi le jour du patrimoine? Parce que les journées du patrimoine, elles ont un peu une caution de l'État. Et du fait qu'il y a cette caution, qu'on est sur les sites, on est sur le site des journées du patrimoine, eh ben les gens, ils ont moins de crainte de rentrer dans la mosquée. Si on fait une journée porte ouverte, quelconque, à n'importe quel moment de l'année, on va dire aux gens, ben vous venez visiter. Ben, il va y avoir une réticence. La mosquée, ça fait peur. Quand on voit ça sur le site des journées du patrimoine, il y a beaucoup de gens qui disent, mais si ça n'avait pas été là-dessus, je ne serais pas venu. Et quand on fait ces ouvertures-là, ben on fait des conférences, justement, pour se faire connaître. Alors, on fait aussi des expositions. Alors, il y a au niveau national l'émission sur France Culture le dimanche matin, qui est quand même intéressante, hein, et sur France 2. Voilà, mais se faire connaître, c'est une responsabilité. On a quand même une certaine tendance, et moi le premier, à être discret. Moi, être sur une scène comme ça, je préférerais bien être dans mon coin quelque part, discrètement ailleurs. Et ça, il faut quand même qu'on fasse émerger une fraction de nos fidèles dans la communication, dans l'art de la communication, et il faut qu'on se forme pour cela. Parce que moi, je veux dire, il y a beaucoup de choses que je refuse parce que j'ai peur. J'ai été invité sur BFM TV, mais BFM TV, quand je vois les horreurs qu'ils font, j'ai dit non, je viens pas, parce que j'ai peur. Et donc j'ai un coach en communication qui me dit mais viens me voir pendant 3 jours et après tu iras. Voilà, mais cette démarche-là, je l'ai pas encore faite. Mais parce qu'il faut quand quelqu'un est là et qu'il veut vous piéger et que vous savez qu'il y a peut-être des millions de personnes qui regardent, je veux dire moi je me décompose, hein, je me liquéfie tout simplement. Voilà, aujourd'hui c'est pas possible. Et ça, le monde musulman en a besoin. Et c'est à créer, c'est de notre responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien. Les gens qui interviennent médiatiquement, j'allais dire, sont très loin d'être professionnels de la communication et ont des effets en face qui sont souvent catastrophiques alors qu'ils sont sincères. Et ça, c'est dramatique, parce que voir quelqu'un de sincère aller exprimer sa sincérité et être mal reçu, c'est quand même dramatique. C'est dramatique pour lui à titre individuel parce que ça fait très mal, mais c'est dramatique pour la communauté qui a loupé une occasion de se faire connaître. Voilà. Donc en termes de communication, il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, on n'est pas bon.
Et il faut vraiment qu'on se forme pour pouvoir être bon dans un monde médiatique où on doit être un peu professionnel, on ne peut pas être des amateurs. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'influence de la religion musulmane dans nos écoles? Alors, le problème de l'éducation nationale, il est extrêmement compliqué parce que globalement, l'éducation nationale est un monde qui a peur du monde extérieur. Et donc, quand on leur propose des collaborations pour discuter des problèmes qu'ils ont, eh ben, ils ne veulent pas vous recevoir. Et donc, moi, j'ai des enseignants de la ville de Manosque et du département qui viennent me voir, qui me contactent en disant j'ai des problèmes avec les musulmans dans ma classe et je voudrais savoir comment aborder les choses, discuter de certaines thématiques qui sont récurrentes et à laquelle je dois discuter. Et quand je vais voir le directeur de l'académie, ben, il me dit non, je ne vous reçois pas. Et donc on n'arrive pas à organiser quelque chose pour pouvoir en discuter simplement. Et ça commence par là. C'est-à-dire que pour régler ces problèmes-là, il faut accepter d'en discuter. Alors là, on a changé de... Comment dirais-je, on a changé d'inspecteur d'académie. Et peut-être que ça va changer, j'espère. Mais moi, je vois l'éducation nationale beaucoup comme l'armée. On dit la grande muette, et pour moi, l'éducation nationale, c'est un peu la grande muette. C'est-à-dire qu'elle a peur du monde extérieur et elle a peur de ce contact. Mais le contact, c'est pour discuter. C'est pas. Je veux dire, moi, je vais pas aller dans les écoles pour faire quoi que ce soit. Je veux discuter avec les enseignants qui me disent qu'ils ont des problèmes. C'est... Si, ça a à voir avec la discussion. Ça a à voir avec la discussion parce que s'ils n'osent pas aborder, c'est que ils ont peur. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a des messages qui doivent être diffusés dans les mosquées auprès des fidèles pour que, alors pas demain, hein, mais dans 10 ans, on ait moins peur. Mais pour ça, il faut en discuter. Si on n'en discute pas, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Je veux dire, et déjà, je ne peux pas faire beaucoup parce que, je veux dire, il y a aussi une grosse différence dans l'organisation départementale qu'on a. Je veux dire, moi, je suis président de l'Union des associations. Mais chaque association est libre. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas l'évêque. Quand je dis quelque chose, chaque mosquée fait ce qu'elle veut. Hein. Je suis un représentant, mais je ne suis pas un patron. Hein. Loin de là. Mais par contre, dès qu'on discute des choses, on arrive à faire évoluer les mentalités. Ça prend du temps, mais ça commence par la discussion. Voilà. Et c'est ça que je veux dire qui est important. Et c'est là où, d'une manière générale, avec l'éducation nationale, on a des difficultés. Bonsoir à tous et à toutes. J'avais une petite question. Je pense que, pour rebondir sur ce que Madame disait également, il y a une certaine forme de peur en France par rapport aux musulmans. Moi qui suis par exemple français de confession musulmane et républicain, et fier de l'être et qui respecte justement, et qui est justement se sert aussi également de laïcité pour exercer mon culte. J'observe que quand on lit le dernier rapport sur les justement frères musulmans, on constate en fait une marginalisation des associations musulmanes qui en général peuvent également donner des cours aux plus jeunes et qui sont en général donnés par des bénévoles qui sont notamment chercheurs. Aujourd'hui, on observe vraiment une marginalisation de ces associations-là. Et j'avais une question par rapport à ça, qui est la suivante. Faudrait-il justement pas utiliser ces associations-là comme relais pour ouvrir les portes aux personnes de confession, qui ne sont pas musulmanes ou musulmans, et leur permettre justement de montrer en fait ce qu'est réellement l'islam en France, les musulmans, et permettre justement d'installer un meilleur climat du moins avec l'État. Donc voilà, ma question c'est est-ce que ce serait faisable et est-ce que ce serait réaliste?
Les associations d'amitié islamo-juives, islamo-chrétiennes, les associations interreligieuses fleurissaient au cours des années 80, 90 et maintenant, effectivement, sont en train de vieillir et de dépérir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette soif et ce besoin d'interreligieux, il existe, et il existe notamment en Alsace, puisqu'il y a des conférences interreligieuses très régulièrement. Puis par rapport à la formation, je voulais quand même signaler qu'à l'Université de Strasbourg, il existe un institut d'islamologie avec un représentant qui est là d'ailleurs ce soir, avec des conférences pratiquement chaque semaine, qu'il existe une licence d'islamologie, un master d'islamologie, et un DU, un diplôme d'université qu'on peut faire en une année d'islamologie, qu'il existe un master interreligieux et un DU interreligieux. Donc, effectivement, tous les outils existent très largement sur place, avec au moins une quarantaine d'associations interreligieuses ou d'amitié entre les chrétiens, les musulmans, ou voilà. Donc, tout cela existe, il faut l'investir, c'est tout. Oui, alors c'est des choses qui sont vivantes en région et qui s'en créent beaucoup. Nous, sur le département 04, en interreligieux, que j'appellerais interconvictionnel, parce qu'on accueille aussi athées et agnostiques, on a une vie depuis 15 ans qui est extrêmement importante et j'allais dire est très solide, et on se retrouve chez les uns, chez les autres. La dernière réunion, c'était la semaine dernière, justement, on avait discuté de cette équivalence entre les problèmes de formation, de manque de formation des imams et de manque de formation des pasteurs évangéliques, avec les 2 pasteurs évangéliques de Manosque. Donc voilà, ces choses-là existent. Il s'est créé un dialogue des spiritualités à Lille il y a 2 ans, qui navigue sur toute l'agglomération lilloise. J'ai participé à la formation d'une organisation interconvictionnelle aussi dans la communauté de communes de Sète. Sur le bord de la Méditerranée. Donc c'est assez vivant. Dans le reste du département, les autres religions ne sont pas présentes. C'est-à-dire que il y a pas de juifs, il n'y a pas de protestants, sauf dans la ville de Manosque. Mais partout où il y a une mosquée, il y a une église. Donc on arrive à créer des relations catholiques-musulmanes. Et cette année, on l'organise au niveau national, mais on organise au mois d'octobre un pèlerinage commun entre musulmans et catholiques à Lourdes, autour de la figure de Marie, qui est commune aux 2 religions. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même assez, je veux dire, assez vivantes et développées, on va dire. Pour vous donner des exemples de solidarité qui peuvent exister, il y a 6 mois, la responsable de la communauté juive de Manosque, alors c'est une femme qui a 82 ans, qui vit toute seule dans sa maison, et un soir, entre minuit ou 1h du matin, il y a des gens qui sont venus lancer des fusées de feu d'artifice sur toutes ses fenêtres, etc. etc. Et elle n'a pas appelé sa fille, elle m'a appelé moi. Voilà, et c'est moi qui étais au commissariat pour leur dire d'aller s'occuper de la responsable de la communauté juive. Donc voilà, des contacts et ce que je veux dire par là, c'est que les contacts peuvent être vraiment très proches quand on se connaît depuis 15 ans. Voilà, on arrive à développer des réseaux qui sont vraiment solides et qui existent. Voilà, et là où ils n'existent pas, il faut les créer. Au contraire, c'est des beaux projets, ça. J'avais encore une question. C'était plutôt à propos des travaux du FORIF qui a pour but de fédérer, par exemple, des unions départementales. Et en fait, je voulais avoir comme question, en fait, c'est parce que c'est un avis personnel. Mais en fait, par exemple, moi, de mon point de vue personnel, je n'ai pas l'impression que le FORIF a
beaucoup de visibilité par rapport à la... Parce que je retourne sur la question de la communication vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des personnes qui sont non musulmanes, mais également des personnes qui sont musulmanes. On l'a expliqué précédemment par le fait qu'il n'y a pas vraiment de représentativité, mais je trouve quand même important que pour fluidifier, pour aller dans un sens d'une structuration au niveau départemental, qu'il est important que le FORIF se fasse connaître vis-à-vis des musulmans des différents départements. Et aussi, j'ai pas cette impression-là que les musulmans des différents départements ont intégré l'importance de se structurer pour avoir en fait, tout ce besoin de structuration, etc. Je trouve que ce serait vraiment important de faire émerger ça, de faire réaliser ça auprès des musulmans de France, de créer cela. Et en fait, c'est une très bonne initiative, mais je vois pas l'élan. Si, il y a un élan derrière, il y a des choses qui se font qui sont extrêmement bien. Mais au niveau, par exemple, si aujourd'hui on devait faire un sondage sur tous les musulmans de France et leur demander des questions, est-ce que vous connaissez le FORIF? Est-ce que vous connaissez les besoins de structuration de la religion musulmane? Il me semble pas qu'on aurait énormément de réponses positives. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites encore comme action pour vous faire connaître directement auprès des responsables, mais aussi auprès des musulmans directement, pour initier et pour transmettre cette idée-là du besoin de structuration. Je m'arrête là. Alors, le mouvement, il est fait officiellement, il est fait au travers des ATIF, des Assises territoriales de l'Islam de France. Alors, les ATIF, ils réunissent le préfet et les responsables de mosquées. Mais si les responsables de mosquées ne vont pas dire ce qui s'est passé aux ATIF dans leur communauté, les communautés ne le sauront jamais. Après, nous, membres du FORIF, vous avez bien compris que on a pleinement conscience qu'on n'est pas légitime à être représentatif de quoi que ce soit. Donc, ça nous donne quand même une difficulté à aller voir les médias pour avoir un discours au nom des musulmans. Je veux dire, moi, je l'aurais mauvaise quand même. Je me sentirais très mal. Et pourtant, c'est nécessaire. Alors, comme c'est un organe du BCC, c'est le BCC qui communique. Donc il y a un site de intérieur.gouv.fr qui explique ce que c'est que le FORIF et ce qu'il fait. Et après, c'est transmis via les préfets. Alors il faut voir aussi que les préfets, c'est des êtres humains, hein, comme les autres, comme vous, comme moi. Donc il y en a qui sont j'allais dire, intéressés par le sujet de l'islam, puis il y en a qui s'y intéressent pas du tout. Et les ATIF, c'est une demi-heure de réunion. Vous voyez, il y a 3 documents, je vous les transmets et vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, il y a des départements où ça se passe comme ça. Hein. Il y a aussi des départements où les préfets font un procès à certaines mosquées toutes les semaines. Hein. Ils perdent toutes les semaines, mais au moins ils les embêtent. Ça existe aussi. Hein. Voilà. Mais au niveau communication, c'est compliqué. Et on revient au problème qu'on avait, hein, c'est qu'on est quand même mauvais en commun. Il y avait le même problème pour le CFCM, hein, parce que là, vous parlez de la base, vous demandez à la base qu'est-ce que c'est que le CFCM, qu'est-ce que fait le CFCM. Finalement, le croyant, il est intéressé par la vie de sa mosquée, mais il n'est pas tellement intéressé par l'organisation centrale. Mais je suis d'accord avec vous, il faut quand même faire un effort de communication et d'essayer d'expliquer ce que maintenant le paysage de l'organisation du culte musulman est devenu quand même très confus pour le commun des mortels, dans la mesure où le gouvernement ne veut plus discuter avec le CFCM, mais le CFCM est toujours en place. Son président considère qu'il est toujours président, et en même temps, il y a le FORIF qui est parfaitement légitime. Alors, les gens se demandent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, c'est pas très clair. Mesdames et messieurs, merci pour votre intérêt et toutes vos questions, mais il est temps de clore cette conférence. Nous pouvons remercier M. Bastianelli et M. Messner.